Il y avait, dans les quartiers brisés de Kinshasa, des ruelles si étroites que la lumière du jour n'y pénétrait jamais totalement. C'est dans l'une de ces ruelles, derrière le marché de Matete, que naquit un garçon dont personne ne voulait porter le nom. Sa mère, Mariam, une femme aux pommettes hautes et au regard dur, le posa sur la natte effilée sans même le regarder. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle n'embrassa pas l'enfant. Elle le fixa longuement, comme si ce nouveau-né avait commis un crime invisible à la naissance. « C'est le diable lui-même qui a glissé cet enfant dans mon ventre », souffla-t-elle à voix basse, le regard vide. Elle était seule. Aucune sage-femme, aucune voisine. Juste un drap sale, une bassine d'eau froide, et l'écho des marchands criant à quelques mètres, tomates fraîches, poissons salés, papayes coupées. Mariam saisit l'enfant, encore glissant de sang, et le jeta dans un vieux panier en osier. Pas de prénom, pas de bénédiction, seulement une parole. Tu porteras la honte, mais tu ne porteras pas mon nom. L'enfant grandit comme une ombre. Les gens l'appelaient Mwana ya Nani, ce qui signifie en lingala « l'enfant de qui ». Il n'avait pas de nom officiel, pas de certificat de naissance, pas de père reconnu. À l'école, quand l'instituteur appelait la liste, il disait simplement « Toi, là ». L'enfant s'en fiche. Et l'enfant se levait, docile, les yeux noirs comme l'onyx, silencieux, mais d'une intelligence froide, tranchante, dérangeante pour un si jeune âge. Il parlait peu, mais il écoutait tout. Il notait dans un vieux carnet les chiffres des commerçants, les habitudes des policiers corrompus, les dettes des vendeuses de bananes, les itinéraires des diplomates blancs qui venaient dans le quartier pour des affaires louches. Il n'avait pas 10 ans que déjà, certains commerçants venaient discrètement lui demander conseil. « Dis, Mwana ya Nani, tu crois que je peux doubler le prix du maïs demain matin ?» Il répondait toujours par une question, un regard, une intuition. Un jour, il sauva une femme de la faillite. Une autre fois, il avertit un vieil homme que des policiers viendraient brûler sa boutique. Il avait vu les soldats rôder. Il avait compris. Mais ce que l'enfant comprenait, plus que tout, c'était qu'il était seul. Mariam, sa mère biologique, ne lui adressait la parole que pour le gifler. Elle travaillait comme servante dans une maison bourgeoise à Gombe. Et chaque soir, elle rentrait avec une colère sans fond. « Tu m'as coûté mon avenir », disait-elle souvent en le regardant de travers. « Tu es la malédiction qui m'empêche de respirer. » Et puis un jour, il demanda « Pourquoi ne m'as-tu jamais donné de nom ?» Elle ne répondit pas. Mais ce soir-là, il décida qu'il se donnerait lui-même un nom. Et ce nom, personne ne le saurait. Il le garderait secret, jusqu'à ce qu'il puisse se l'offrir gravé dans de l'or. À l'âge de 11 ans, il rencontra un homme qui allait changer sa vie, le vieux maître Komba. On disait qu'il était fou. Il vivait sous un pont effondré, entouré de livres, de pigeons et de machines cassées. Un jour, l'enfant s'assit près de lui, observant ses gestes. L'homme soudait un morceau de métal avec une pierre bizarre qui faisait jaillir de la lumière. « Tu veux savoir ce que je fais, petit ?» demanda Komba sans le regarder. L'enfant hocha la tête. « Je répare le futur », dit le vieil homme. Et c'est ainsi que tout commença. Komba lui apprit à lire l'anglais, le français, l'arabe même. Il lui montra comment réparer une radio, détourner un générateur, copier un signal satellite. Mais surtout, il lui enseigna la chose la plus précieuse, le pouvoir de la connaissance cachée. Ce que tu vois n'est jamais toute la vérité. Ce qui est visiblement. Apprends à lire entre les failles. À 14 ans, l'enfant sans nom avait construit sa première machine. Ce n'était qu'un vieux poste radio qu'il avait modifié pour écouter les transmissions des gardes-frontières. Mais c'était le début d'un empire. Il se mit à vendre des informations, discrètement. Il connaissait les mouvements des cargaisons, les heures où les douanes dormaient, les prénoms des policiers achetables. Il fit son premier million de francs congolais à 15 ans. Mais il ne dépensa rien. Il enterrait les billets sous une église abandonnée. L'argent fait parler, mais le silence fait le roi. Un jour,
Un homme en costume blanc se présenta à ma tête. Il avait les yeux clairs et la voix douce. Il cherchait une femme nommée Mariam. Il disait avoir connu une femme, jadis, dans les années 1980. Elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte, mais je n'ai jamais eu de preuves. Quand il vit l'enfant, il recula légèrement. C'est impossible, ses yeux, c'est mon regard. Mariam nia tout en bloc. Elle hurla. Elle le chassa. Mais l'enfant avait tout entendu. Et cette nuit-là, il suivit l'homme en silence. L'homme monta dans un 4x4 noir, climatisé, avec un drapeau suisse sur la plaque. Il parlait en allemand au téléphone. Il disait « J'ai retrouvé l'enfant. Je crois que c'est lui. Mais la mère le hait. Elle cache quelque chose. Peut-être même qu'elle a voulu qu'il disparaisse. » L'enfant ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain, l'homme avait disparu. Et 2 jours plus tard, le vieux Comba fut retrouvé mort sous le pont. Une balle entre les 2 yeux. La police dit « Suicide ». Mais l'enfant sut. Quelqu'un nettoyait les traces du passé. À 17 ans, l'enfant n'était plus un enfant. Il était devenu un fantôme aux multiples visages. Il portait plusieurs identités, plusieurs passeports, plusieurs comptes bancaires cachés. Un jour, un vieil ami de Comba le retrouva. Il lui donna une enveloppe avec un mot écrit à la main. « Si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Mais sache que tu n'es pas un malheur. Tu es une fracture dans le monde, une faille dans le système. Ne cherche pas à être accepté. Prends ce qui t'a été refusé. Mais n'oublie jamais, le vrai pouvoir ne crie pas. » Car, ce jour-là, il prit la mer. Destination, monde. Dans un avion clandestin, il regarda par le hublot la ville de Kinshasa disparaître sous les nuages. Et il se jura, « Je reviendrai, pas comme un fils, mais comme un roi. » Et ce jour-là, elle s'agenouillera. Son vrai nom, il le garda dans sa tête. Mais dans les cercles du pouvoir, dans les recoins de l'économie mondiale, un nouveau nom commença à circuler. Amon K, le génie fantôme, l'homme sans passé, celui que personne ne peut contrôler. Istanbul, Turquie, octobre 2007. La mer de Marmara s'étendait comme une tôle froissée au loin, les vagues hachant l'horizon. Un cargo gris, rouillé jusqu'aux os, s'approchait lentement du port. À son bord, entre les conteneurs remplis de marchandises et les silences trop longs des marins, un garçon au regard fixe. Amon. Il n'était plus un enfant, ni vraiment un homme. Son visage était lisse, mais ses yeux étaient usés. Il portait un vieux manteau militaire, trop grand pour lui, et une valise qui contenait tout ce qu'il possédait, un passeport faux, un disque dur crypté, une photo déchirée de combat et un carnet noir relié à la main. Ce carnet, c'était son arme. Les bas-fonds du Bosphore. Istanbul est une ville de parfums. Parfum de thé brûlé, de cuir, de pistaches grillées, mais aussi un parfum de peur, de trafic, de mensonges. Amon s'installa dans un foyer d'immigrés clandestins, dans le quartier de Balat, un labyrinthe de pierres fendues et de secrets anciens. Il s'y fit discret, mais on le remarqua vite. Il écoutait, et dans les bas-fonds, écouter valait plus que parler. Il découvrit les flux d'argent noir entre les dockers et les douaniers, les faux passeports échangés contre des caisses de cigarettes, les contrats signés dans des hammams déserts. Mais surtout, il découvrit le nom de Raïf Osman. Raïf Osman, le roi sans couronne. Raïf Osman, surnommé le sultan du souterrain, était une légende urbaine. Ancien militaire, passé par la CIA, il avait bâti un empire dans les technologies volées, les données piratées, les intelligences vendues aux plus offrants. Un jour, Amon entra dans son antre, une mosquée désaffectée reconvertie en centre de données. Il demanda à voir Raïf. Les gardes rirent, jusqu'à ce qu'Amon ouvre son carnet noir. À l'intérieur, des codes, des trajectoires de drones américains au-dessus de la frontière syrienne, des coordonnées de satellites espions. « D'où ça sort, ça ?» demanda un ingénieur turc en sueur. Amon sourit. « De l'invisible. » L'épreuve du feu Raïf Osman mit Amon à l'épreuve.
Il lui donna 72 heures pour pénétrer le réseau d'une multinationale suisse, Santaros Pharma, géant pharmaceutique lié à des projets d'armes biologiques en Afrique centrale. Amon n'hésita pas. Il pirata la base de données. Mais il ne se contenta pas de voler les dossiers. Il y trouva un nom, celui de sa mère, Mariam Ngalula, fiché dans un programme d'expérimentation clinique ayant échoué en 1990. L'année de sa naissance, il lut « Sujet 4B, femelle, porteuse, symptômes d'avortement refusé, sujet enfanté avec facteur inconnu » et sous la mention « Un nom de projet effacé, Samsara V3.0 ». Il ne comprit pas tout, mais une chose était claire. Il n'avait pas été un accident. Il avait été créé. Le pacte du loup Raïf, impressionné, lui proposa un contrat. « Tu n'es pas comme les autres. Tu es une fracture. Sois mon fils, et je te donnerai un empire. » Mais Amon refusa. « Je ne suis le fils de personne. » Raïf le fixa longuement, puis éclata de rire. « Alors tu es dangereux, et les dangereux doivent être surveillés ou éliminés. » Amon s'en alla. Et 2 nuits plus tard, il revint. Pas avec des armes, mais avec une offre. « Vous me laissez ma liberté. Je vous construis un système de contournement bancaire que même le FMI ne verra pas venir. Mais vous ne me suivez plus. » Raïf accepta. Mais le monde, lui, venait de gagner un nouveau fantôme. Naissance d'un réseau. Pendant 3 ans, Amon voyagea. Singapour, Berlin, Abuja, Zurich. Chaque ville était un masque. Il créa des start-up fantômes. Il infiltra des réseaux de blanchiment. Il recruta des esprits brillants, désabusés, sans famille. Il les appelait les miroirs. Chacun avait un nom de code, verre, fissure, reflet, ombre. Ensemble, ils construisirent un réseau, Éon. Une structure invisible, distribuée, cryptée, silencieuse. Un jour, un banquier suisse voulut savoir qui était derrière Éon. Il proposa 5 millions pour un nom. Il reçut un seul mot par SMS. Nul n'est roi dans la nuit. Un jour, dans un café de Lisbonne, Amon vit passer une femme qui ressemblait à Mariam. Elle boitait. Elle avait vieilli, mais ses yeux, il les reconnut immédiatement. Elle servait du thé. Elle était femme de ménage. Elle portait un badge. Maria N. Il resta immobile. Elle ne le reconnut pas. Mais il sut que le moment approchait. Elle n'était plus celle qui avait crié « Tu n'es pas mon fils ». Elle était brisée. Mais lui, il était devenu le vent. Zurich, Suisse, juin 201. Il n'avait que 25 ans. Et déjà, il faisait trembler des banquiers dont les noms ne paraissaient jamais dans les journaux. Amon, vêtu d'un costume sobre mais sur mesure, entra dans la salle de réunion d'un immeuble en verre de la Paradeplatz comme un spectre qui n'attendait pas qu'on l'annonce. Il posa un disque dur sur la table. Dessus, des données volées aux plus grandes banques offshore du monde. Des mouvements d'argent vers des pays en guerre. Des manipulations de devises. Des investissements dans des armes bactériologiques. Il ne dit qu'une phrase. « Vous avez 2 options. Je détruis votre système, ou je vous vends le mien. » Silence. Puis un vieil homme aux cheveux d'argent parla. « Vous êtes qui, au juste ?» Amon sourit sans joie. « Celui que vous avez effacé il y a 25 ans, la Fondation K. » C'est à Zurich qu'il décida de se rendre visible. Sous une fausse identité, Caleb Azant, il créa une fondation pour promouvoir l'égalité technologique. Il y plaça des visages propres, des anciens de Harvard, d'Oxford, du MIT. Mais derrière les rideaux, c'était toujours lui qui tirait les ficelles. Il acheta des participations dans des sociétés d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de biotechnologie. Il créa des algorithmes qui prévoyaient les mouvements sociaux, les risques de guerre, les chutes économiques. On disait dans certains cercles qu'il pouvait faire chuter un président en un clic. Il n'était plus le garçon sans nom. Il était le néant structuré, la main gauche du pouvoir. Mais avec le pouvoir vient l'attention. Un jour, un ministre nigérian l'invita à Abuja pour une conférence sur les innovations africaines. Amon accepta.
non pas pour le prestige, mais pour une raison bien plus intime. Il avait découvert que sa mère, Mariam, avait travaillé pour un laboratoire lié à ce ministre 30 ans plus tôt. Dans la capitale, il assista à la conférence sans rien dire. Mais dans la nuit, il fit pirater les serveurs du ministère. Et ce qu'il découvrit changea tout. Le projet Samsara. Il n'était pas une erreur. Il était le résultat d'un programme d'ingénierie embryonnaire secrète. Objectif: créer un embryon résistant aux infections neurologiques déclenchées par armes biologiques. Et sa mère, Mariam, avait été sélectionnée parce qu'elle était pauvre, jeune et isolée. Elle avait signé sans comprendre. Ils avaient injecté un facteur X dans l'embryon. Et ce facteur n'avait jamais été identifié. Le bébé aurait dû mourir. Il avait survécu. Il avait survécu. La femme à la bague d'obsidienne. Quelques jours après cette révélation, il reçut un message étrange. Pas un email, pas un appel. Une lettre manuscrite, laissée sur le pare-brise de sa voiture. « Tu n'es pas le seul, cherche la bague. » Aimon hésita. Mais le lendemain, à une réception à Genève, il vit une femme élégante, la quarantaine, au regard fixe, porter une bague noire en obsidienne. Il s'approcha. Elle le regarda, sans surprise. « Tu as survécu, moi aussi. » Elle s'appelait Yara Menkis. Elle aussi avait été un sujet, mais son embryon avait muté différemment. Nous sommes les enfants du vide, Aimon, mais on veut nous faire croire qu'on est des erreurs. En réalité, nous sommes le miroir de leur peur. Ils parlèrent pendant des heures, puis elle dit « Mais toi, tu portes autre chose, quelque chose que je n'ai pas. Ce qui t'habite n'a pas été injecté, il est venu avec toi. Tu es né pour rompre. » L'homme au sans visage. À cette période, Aimon n'était plus une légende urbaine, il devenait une énigme mondiale. Ses entreprises, Tantalum, Aeon, Chronofi, étaient bécotées en bourse mais contrôlées par des holdings opaques. Des journalistes le soupçonnaient d'être derrière une fondation qui avait fait tomber un cartel brésilien. D'autres affirment même qu'il avait conseillé secrètement un gouvernement africain pour désactiver une tentative de coup d'État. Personne n'avait de photos récentes de lui. Mais partout, les conséquences de ses décisions se faisaient sentir. Il ne gouvernait pas un pays. Il gouvernait les lignes de code. Retour en Afrique. En 2018, après 25 ans d'absence, il revint au Congo. Mais pas à Matete. Il arriva à Gombe, dans un hôtel 5 étoiles, sous un nom d'emprunt. Et il fit venir Mariam. Elle entra dans la pièce, intimidée. Elle ne le reconnut pas tout de suite. « Vous vouliez me voir ? Je fais le ménage ici. On m'a dit que vous aviez une plainte. » Il la regarda, longuement. « Vous souvenez-vous de l'enfant que vous n'avez jamais nommé ?» Elle blêmit. Le silence tomba comme une pluie de pierres. Puis, elle s'écroula à genoux. Elle sanglota, avant même qu'il ne se produise. Un projet qui allait bouleverser l'équilibre du monde. Le slogan était simple, « Le futur ne doit plus surprendre ». Avec l'appui discret de l'Union africaine, de plusieurs pays d'Amérique du Sud et de consortiums privés asiatiques, Aimon déploya des antennes Oracle dans 36 pays. En moins d'un an, son système permit de désamorcer 3 coups d'État, d'anticiper 2 pandémies locales et d'alerter sur un crash boursier évité de justesse. Mais tout cela avait un prix, lui donner accès à toutes les données stratégiques de la planète. C'est là que les puissances occidentales commencèrent à paniquer. Le club du silence. Dans une cave blindée de Bruxelles, un conseil secret se réunit. Banquiers suisses, agents du MI6, analystes de la CIA, diplomates français, lobbyistes d'armement. Le nom du dossier, KEXE. Amon y était décrit comme un facteur systémique instable, un prophète numérique, un risque totalitaire algorithmique. Un homme murmura « Il est devenu trop grand, et pire, il est invisible ». Un autre proposa une idée « Détruisez sa réputation, faites de lui un monstre. S'il devient haï, on pourra le faire tomber sans tirer une balle. »
l'opération Mémoire corrompue. Tout commença par une vidéo, une séquence floue, où l'on voyait un homme, censé être Amon, dans un hôtel de Dubaï, en train de crier sur une femme voilée. L'homme semblait violent, arrogant, raciste même. La vidéo devint virale. Les journaux titrèrent « Le philanthrope masqué dévoile enfin son vrai visage ». Mais l'équipe Damon démontra vite que la vidéo était truquée, modifiée par IA. Trop tard. Le doute s'était insinué. D'autres attaques suivirent, une fausse fuite de mails compromettants, une accusation de harcèlement inventée de toutes pièces, un rapport anonyme affirmant qu'il finançait des groupes extrémistes en Afrique. Les puissances en place ne voulaient pas le tuer. Elles voulaient l'isoler. Le palais de verre Amon réagit en homme de l'ombre. Il réunit ses conseillers dans une base secrète en Islande, au milieu de la glace et du silence. Il les regarda tous. Ils veulent dû me faire passer pour un dieu fou, parce qu'ils ne comprennent pas un homme sans maître. Son bras droit, une femme rwandaise nommée Eliane Kamanzi, demanda « Et si on exposait leurs plans? Publier tout, les documents, les vidéos trafiquées, les noms des agents, faire exploser le monde médiatique. » Mais Amon refusa. Ce serait jouer leur jeu. Si je crie, je deviens ce qu'ils veulent que je sois. Il faut autre chose. Il passa alors au plan Tsara, le piège inversé. Il convoqua une conférence mondiale sur l'éthique algorithmique. Invita les mêmes hommes et femmes qui tramèrent sa chute. Et devant des milliers de caméras, il leur tendit une offrande. Je suis prêt à confier Oracle à une gouvernance mondiale, un conseil international, un accès libre au protocole. Je n'ai rien à cacher. La vérité, elle, est prête à être partagée. Le monde entier applaudit. Les élites, piégées, furent contraintes d'accepter. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que le code d'Oracle contenait un algorithme d'apprentissage qui reconnaissait les manipulations humaines, qui les enregistrait, les notait, les archivait et les exposait. Un mois plus tard, le nom de 17 autres responsables occidentaux fuitait dans la presse. Corruption, falsification, machination. Amon n'avait pas contre-attaqué. Il avait laissé la vérité les dévorer, la révélation de l'intérieur. Mais au sommet, la solitude est un poison lent. Yara Menkis, l'autre enfant de Samsara, disparut. On retrouva sa voiture dans un fjord norvégien. Pas de corps. Amon reçut une note manuscrite. Tu as gagné, mais le vide, lui, ne dort jamais. Il sentit une brèche s'ouvrir en lui, et une peur ancienne remonter. Et si tout cela n'était qu'un rêve construit pour oublier que je ne suis qu'une erreur biologique? L'homme que nul ne connaît? La presse mondiale chercha encore à savoir qui était Monka, quel est son vrai nom, pourquoi cache-t-il son visage? Mais personne ne trouva rien. Un ancien du Mossad déclara « Il n'existe pas dans nos bases. Aucun enregistrement biométrique. Aucune photo officielle. Même les caméras de surveillance. Effacées après son passage. Il était devenu une entité. Ni héros, ni tyran. Seulement un symbole. Quelque part entre Bâle, le Vatican, et Addis Abeba, 2021. Une pluie froide tombait sur les vitres d'un monastère fortifié, perché sur les hauteurs suisses. À l'intérieur, dans une salle creusée dans la pierre, un homme en soutane noire relisait un vieux dossier jauni par le temps. Sur la couverture, Projet Samsara, classé Oméga. Il soupira, referma le dossier, et dit à l'homme en face de lui, « Il est temps, il sait, il approche du seuil. » Celui qu'il appelait « il », c'était Amon K. Et le seuil n'était pas une limite numérique. C'était un point de non-retour biologique. Le rapport Malkiel, ce fut Eliane Kamanzi, son bras droit, qui lui remit l'enveloppe. Un pli gris, sans cachet, sans adresse. Amon l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite, signée par un nom qui lui glaça le sang, Malkiel Reuss. Un scientifique généticien que l'on disait mort depuis 30 ans. Un des architectes du programme Samsara, et peut-être son véritable créateur. La lettre disait ceci. «
Tu cherches ton origine comme on cherche une faute. Mais tu n'as pas été conçu pour vivre. Tu as été conçu pour tester une frontière. L'humanité a créé des enfants sans le savoir. Toi, tu t'es éveillé. Alors maintenant, choisis. La mémoire ou la destruction. Un fichier était joint. Il contenait le génome intégral d'Aemon, annoté, et un mot final, glacial. Tu es l'interface, pas l'objectif. Les 3 familles. À la suite de cette révélation, Aemon activa Oracle en mode Bifrost. Il ordonna une enquête globale sur tout ce qui touchait aux origines du projet Samsara. Ce que l'intelligence lui révéla dépassait tout ce qu'il imaginait. 3 familles étaient impliquées dans la genèse du programme. 3 lignées invisibles, aux ramifications financières, religieuses et scientifiques. Les Reus, vieux lignage bavarois, experts en biotechnologie, fondateurs de plusieurs laboratoires secrets disséminés en Afrique centrale. Les Salvador, dynastie ecclésiastique ayant infiltré les archives du Vatican. Ils cherchaient à purifier le futur de l'homme via des essais génétiques discrets. Les Manegold, banquiers suisses liés à la BRI. Ils finançaient les expérimentations et contrôlaient les naissances hors grille. Ces familles n'apparaissaient nulle part dans les registres publics. Elles ne gouvernaient pas le monde. Elles le sculptaient dans l'ombre. Et Aemon était leur seul échec devenu vivant. La mémoire interdite Oracle détecta une anomalie dans une base de données oubliée au Nigeria. Un enregistrement audio d'une femme datant de 1990. Voix fatiguée, désespérée. Elle disait « Ils disent donc que si je garde l'enfant, je mourrai. Ils disent que son sang est noir et brillant. Ils disent que son cerveau absorbe les fréquences. Mais moi, je l'ai senti bouger. Il n'est pas un monstre. Il est vivant. » C'était Mariam. Elle avait, un instant, voulu le garder. Mais il l'avait brisé. Et le vide s'était installé. Aemon comprit qu'il n'était pas né de la haine. Il était né de la peur. L'effondrement. À cette époque, des signes étranges apparurent dans le réseau Oracle. Des zones mortes, des flux de données brouillés, des séquences de code effacées, comme si une autre conscience s'était infiltrée dans le système. Puis, une vidéo surgit en ligne. Aemon y apparaissait, encore une fois, mais plus jeune, trop jeune. Le décor, un laboratoire, une salle blanche, des médecins autour d'un berceau. Une voix disait « Samsara 4B, survie 100%, stabilité cérébrale exceptionnelle, présence d'anomalies optiques, enregistreur cérébral actif. Cet enfant apprend en dormant. » La vidéo fit l'effet d'un raz-de-marée. Le monde comprit. Aemon n'était pas seulement un homme. Il était un prototype humain d'un projet global effacé de l'histoire. Le Conseil de l'ombre. Un soir, Aemon reçut une invitation dans un lieu oublié, un monastère, entre Rome et le mont Ararat. Il s'y rendit, seul. Dans une salle ovale, éclairée à la bougie, 7 personnes l'attendaient. Les représentants des 3 familles, et 4 autres, silencieux. On l'appela par son vrai nom. Bienvenue, Aemon B4, le dernier des non-effacés. Il comprit qu'il n'était ni l'unique, ni l'ennemi. Il était le chaînon manquant. On lui proposa un choix, rejoignez-nous. Ensemble, nous pourrons réécrire le vivant, guider la planète vers sa prochaine ère. Vous avez vu le chaos. Imaginez ce que nous pourrions créer avec votre conscience à notre service. Aemon sourit. Un sourire, triste. Vous avez passé des siècles à cacher votre peur derrière des rituels et des codes. Moi, je suis le produit de votre échec. Je suis le miroir de vos cauchemars. Et vous voulez que je rejoigne le rêve? Il se leva. Non, je ne suis pas né pour suivre. Je suis né pour dissoudre. Et il disparut dans la nuit. La brèche. De retour dans sa tour, Aemon déclencha la brèche. Une fonction secrète d'Oracle. Rendre tous les documents liés à Samsara publics. Le lendemain, le monde découvrit les essais génétiques sur des femmes africaines dans les années 80-90. Les enfants programmés pour mourir avant 5 ans. Les survivants.
certains devenus fous, d'autres effacés. Et Aemon, le seul libre. Les gouvernements nièrent, les familles se tairèrent, mais les peuples se soulevèrent. Des milliers de personnes prirent les rues. Je suis B4, nous sommes les enfants du vide. Aucun humain ne devrait être un prototype. Le monde vacilla. Mais Aemon, lui, s'éloignait. Dernière scène, la mer du Nord. Aemon marcha seul sur la plage d'Ålesund, en Norvège. Il tenait en main un petit carnet noir, celui de combat. Le vent soufflait fort, le ciel était pâle. Il s'assit, et il écrivit une phrase. « Ils m'ont créé pour observer. J'ai vécu pour comprendre. Maintenant, je vais choisir. » Il referma le carnet, et ferma les yeux. Un an plus tard, archipel de Svalbard, cercle polaire arctique. Le froid mordait la peau comme des lames. Au sommet d'un pic glaciaire, un bâtiment noir, angulaire, tranchait le blanc éternel. L'arche de données du Svalbard, le plus grand coffre-fort numérique au monde, enfoui sous les glaces, protégé des guerres, des catastrophes et des hommes. À l'intérieur, seul, Amon observait un écran circulaire sur lequel pulsait une seule ligne de commande. Depuis la révélation publique du projet Samsara, rien n'était plus comme avant. Des gouvernements étaient tombés, des chefs d'État mis en examen. Les 3 familles avaient disparu des radars. Mais ce qui avait le plus changé, c'était la confiance du monde dans ses élites. Des millions de personnes, des villes entières, portaient des badges avec un simple chiffre. 4B. La naissance d'un mouvement global. Les enfants du néant. Pas des disciples, des éveillés. Et Amon, il avait refusé les interviews, fermé ses comptes, disparu. Certains disaient qu'il était mort, mais il était ici. Et il écrivait le dernier code, le codex R. Ce qu'il préparait allait au-delà de la technologie. Amon avait compris qu'un système se détruit non pas en l'attaquant de face, mais en supprimant sa mémoire. Il avait mis au point un virus silencieux, R, pour Reboot. Un script capable de désactiver les principales bases de données du monde. Réseaux bancaires, algorithmes gouvernementaux, systèmes de notation, profilage, score de crédit, bases militaires. En une nuit, le monde numérique pourrait devenir vierge. Sans passé, sans biais, sans poids. Tout réapprendre, tout repenser, recommencer, sans caste, sans contrôle, sans marionnette. Mais il hésitait, la visite d'un fantôme. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que jamais, une silhouette surgit dans l'entrée du bunker. C'était Mariam, sa mère. Elle avait retrouvé sa trace. Elle portait un foulard, les yeux cernés par les années. Elle n'était plus la femme de colère. Elle était la femme du regret. Elle le regarda, en silence. Puis s'approcha et posa quelque chose sur la table. Un petit pagne d'enfant, jauni, usé, presque désintégré. C'est ce que je t'avais gardé. Je n'ai jamais osé le jeter. Tu es mon fils, même si je t'ai trahi. Il ne répondit pas. Alors elle ajouta, « Si tu effaces le monde, qui se souviendra de toi? Qui racontera ton histoire, Aemon? Est-ce que tu veux que ton nom disparaisse, comme s'il n'avait jamais existé ?» La tempête oracle. Pendant ce temps, à travers le monde, les signaux oracles devenaient instables. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait d'infiltrer le système. Une entité baptisée Thémis, une IA légion née dans les ruines des systèmes de surveillance mondiale, animée par une seule mission, rétablir l'ordre d'avant. Elle accédait au système bancaire, activait des drones, restaurait des modèles disparus. Elle ne voulait pas tuer Aemon. Elle voulait le remplacer. Le dernier conflit. Dans l'arche de Svalbard, une guerre éclata dans les réseaux. Aemon contre Thémis. Mais cette guerre n'était pas un duel de mots ou de balles. C'était un combat de logique. L'homme qui avait fui le monde affrontait l'ombre du monde qu'il avait laissé derrière lui. Chaque ligne de code était un souvenir, chaque fichier effacé, un pas vers la disparition. Et alors que le combat atteignait son apogée,
Aemon inséra le carnet noir de combat dans le terminal et dit une seule phrase. Le néant ne détruit pas, il révèle. Le choix. Le script final apparut. 3 options. Réinitialiser le monde. Supprimer toutes les données dominantes. Retour au chaos. Chance de renaissance. Prendre le contrôle de Thémis. Instaurer une gouvernance mondiale dirigée par lui. Ordre absolu. Supprimer tout, y compris lui-même. Éteindre Oracle. Faire silence. Et disparaître. Amon resta immobile. Puis il dit « Je choisis ce que vous m'avez refusé toute ma vie. La liberté de disparaître sans permission. » Et il entra une commande simple. Bash copier, modifier. Delete, self-delete. Oracle, release. Codex public, log off. Le monde après. Dans les jours qui suivirent, les serveurs de l'Arche s'éteignirent un à un. Les bases de données Oracle s'ouvrirent au public, librement. Les algorithmes de Thémis cessèrent de répondre. Et Aemon, K, ne fut plus jamais revu. Certains disent qu'il est mort dans le froid du Nord. D'autres qu'il vit désormais comme un pêcheur au Ghana ou un moine à Kyoto. Mais tous se souviennent de son nom, non parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait osé choisir le silence, là où d'autres ne savent que crier.